Bienvenue. Chaque jour, chaque seconde, des quantités astronomiques de données circulent dans notre monde numérique. Mais comment tout ça reste-t-il à l'abri? Aujourd'hui, on part explorer les défenses invisibles qui protègent notre univers digital. Alors, pour commencer, une question toute simple. Quelle différence y a-t-il entre un mur d'enceinte et une clé? C'est une analogie, mais elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va aborder. Essayons de la garder en tête. Et voilà, on a déjà la clé de l'énigme. La sécurité, c'est le mur, c'est la grande muraille qui repousse les assaillants, qui les empêche même d'approcher. La protection, elle, c'est la clé qui garde le trésor. Une fois qu'on a passé les murs, c'est elle qui décide qui a le droit de toucher à quoi. Deux concepts vraiment distincts, mais on va voir qu'ils sont totalement inséparables. Bon, maintenant que les bases sont posées, plongeons vraiment au cœur de cette forteresse. D'un côté, on a la sécurité, et de l'autre, la protection. Voyons un peu plus en détail comment ces deux piliers défendent nos systèmes. Donc la sécurité, c'est notre première ligne de défense. Elle est entièrement tournée vers l'extérieur. C'est un peu le garde posté à l'entrée, celui qui vérifie chaque identité avant même d'envisager de baisser le pont-levis. Sa seule question, c'est qui va là? Mais une fois qu'on a franchi la porte, c'est là que la protection prend le relais. Elle ne se demande plus qui on est, ça a déjà été vérifié. Non, sa question, c'est « Ok, maintenant que cette personne est dedans, qu'est-ce qu'elle a le droit de faire ?» Lire ce document? Oui. Modifier ce fichier? Non. Lancer ce programme? Peut-être. C'est une gestion très fine des privilèges à l'intérieur même des murs. Mais au fait, qui sont ces fameux assaillants qui se pressent constamment aux portes de notre forteresse? Il est temps de mettre un nom et un visage sur ces menaces. Et voilà l'arsenal des attaquants. Des virus qui se cachent, des vers qui rampent sur les réseaux, des chevaux de Troie qui nous trompent. Chacun a sa propre méthode, sa propre stratégie pour essayer de percer nos défenses. Ce sont toutes ces menaces que la sécurité doit absolument bloquer à l'entrée. Le virus, c'est un peu le passager clandestin par excellence. Il va s'accrocher à un programme, qui lui est tout à fait légitime, un document, une application, et il attend patiemment. Dès que le fichier est ouvert, hop, le virus s'active, il se propage à d'autres programmes et commence sa mission, que ce soit voler des données ou juste tout paralyser. Le ver, par contre, il est beaucoup plus autonome. Il n'a pas besoin de s'accrocher à quoi que ce soit pour se déplacer. Il se propage de lui-même à travers les réseaux, un peu comme une épidémie, en exploitant les failles de sécurité pour infecter toujours plus de machines. C'est une véritable armée qui se déploie toute seule. Et puis, bien sûr, le fameux cheval de Troie. C'est l'art de la tromperie. On croit télécharger un petit jeu sympa ou un outil pratique, mais à l'intérieur se cache en réalité un ennemi. Une fois qu'il a gagné notre confiance et qu'il est à l'intérieur, il ouvre grand les portes aux autres menaces. Bon, face à cette armée de menaces plutôt variées, comment notre forteresse se défend-elle concrètement? Passons maintenant du côté des mécanismes qui protègent les murs et la porte d'entrée. Alors ici, il y a un point qui est vraiment crucial, c'est la différence entre l'identification et l'authentification. L'identification, c'est juste dire son nom. Bonjour, c'est moi. L'authentification, c'est de le prouver. Et pour ça, il faut un secret, comme un mot de passe. L'un ne va pas sans l'autre, c'est la base de tout. Prenons l'exemple de Windows pour voir comment ça marche. Ce qui est fascinant, c'est tout ce qui se passe en coulisses en une fraction de seconde. Quand on entre un mot de passe, le système lance toute une cascade de vérification. L'autorité de sécurité locale, la LSA, va demander au gestionnaire de compte, le SAM, si les informations sont correctes. Si c'est bon, la LSAM crée alors un jeton d'accès, qui est en quelque sorte notre laissez-passer personnel pour la forteresse. Une autre défense absolument essentielle, c'est le chiffrement. L'idée, c'est d'écrire les messages dans un code secret. Comme ça, même si un espion, appelons-le Oscar, intercepte la lettre, il ne verra qu'une suite de caractères incompréhensibles. Sans la clé de déchiffrement, le message ne veut rien dire. Et dans le chiffrement, il y a deux grandes familles. D'abord, le symétrique. On utilise la même clé pour chiffrer et pour déchiffrer. C'est simple et rapide, mais le défi, c'est de partager cette clé secrète en toute sécurité. Et puis, il y a l'asymétrique, qui est plus sophistiquée, une clé publique que tout le monde peut avoir pour chiffrer le message, et une clé privée que seul le destinataire possède pour le déchiffrer. Ça y est, la porte est franchie, l'identité est confirmée, mais l'aventure ne fait que commencer. Comment le système gère-t-il l'accès aux différentes salles du trésor une fois qu'on est à l'intérieur? Bienvenue dans le monde de la protection. Sur des systèmes comme Unix ou Linux, la protection repose sur un modèle qui est à la fois simple et très puissant. Pour chaque fichier, on définit des permissions pour 3 catégories de personnes. Le propriétaire du fichier, le groupe auquel il appartient, et puis tous les autres. Et pour chacune de ces catégories, il y a 3 droits possibles: lire, écrire ou exécuter le fichier.
Et ce système a son propre langage, une sorte de code secret. Chaque droit correspond à une lettre et à un chiffre. R pour la lecture, ça vaut 4. W pour l'écriture, ça vaut 2. Et X pour l'exécution, ça vaut 1. Il suffit d'additionner ces chiffres pour créer un code qui résume toutes les permissions. Par exemple, si on a tous les droits, RWX, ça fait 4 plus 2 plus 1, soit 7. Allez, un petit cas pratique. Imaginons un fichier avec les permissions RW, R-R-. Si on décode, ça veut dire que le propriétaire peut lire et écrire. Le groupe, lui, peut seulement lire et tous les autres peuvent aussi seulement lire. Et là, un administrateur arrive et veut changer les règles. Il tape la commande chmod 640. Alors, que veut dire ce code ? 6, c'est 4 plus 2, donc lecture et écriture pour le propriétaire. 4, c'est lecture seule pour le groupe. Et 0, eh bien, c'est 0 permission pour les autres. Et voilà le résultat, c'est instantané. Les permissions du fichier sont mises à jour. Le propriétaire a toujours ses droits, le groupe peut toujours lire, mais les autres n'ont plus aucun accès. Les règles de circulation à l'intérieur de la forteresse ont été modifiées en une seule ligne de commande. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça ? Eh bien qu'une forteresse numérique vraiment solide, elle ne se contente pas d'une porte blindée. Elle a aussi besoin de règles de circulation interne qui soient extrêmement claires. La sécurité et la protection, ce sont les deux piliers de sa défense. Ils sont indissociables et surtout, ils se complètent. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Si on considère que la vie numérique de chacun d'entre nous est une petite forteresse personnelle, est-ce qu'on accorde autant d'attention à bien gérer les clés qui ouvrent les portes à l'intérieur qu'à renforcer le grand mur d'enceinte qui nous protège de l'extérieur ? La question mérite d'être posée.